Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème économie forestière et diversification de l'économie. Le Congo a depuis quelque temps opté pour la diversification de son économie en vue de la relance des indicateurs macroéconomiques en berne avec la chute des cours du pétrole. L'agriculture et le développement agricole sont cités comme levier de la diversification voulue par le gouvernement congolais. Mais à côté du pétrole, il y a le bois et l'économie forestière. Économie forestière et diversification de l'économie est le thème de ce grand débat avec moi sur ce plateau, l'honorable Honoré Saï. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Et en face de vous, j'ai monsieur Augustin Benazo, il est économiste. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. La toute première question, cher monsieur, que vous révèle l'histoire sur la place de l'économie forestière au Congo et celle du pétrole après l'exploitation forestière avec en toile de fond l'agriculture voulue comme priorité des priorités dans les deux cas, honorable? Bon, écoutez, je crois que le thème que vous soulevez aujourd'hui, il est illustratif d'une certaine césure. Nous sommes partis sur des bases de diversification économique, mais essentiellement en revenant sur ce que nous avons au préalable produit. C'est comme si nous regardons la projection de notre diversification dans un miroir. Comme ça se dit assez souvent, notre avenir se trouve dans notre passé. C'est avenir dans le passé parce que tout au départ, comme tout le monde le sait, la plus grande richesse du Congo reposait sur l'exploitation forestière. Après quoi, on s'est orienté un peu plus dans l'agriculture avec les OCV, CPA et autres. Mais le déclassement a été vite fait par la production de l'or noir. Et aujourd'hui, si l'on parle d'un retour à la gestion des forêts, vous devez vous-même comprendre que ce n'est pas une ascension qui date de maintenant. À un certain moment, l'exploitation forestière chez nous a donné le nom de l'économie forestière. Ce n'était plus un ministère des eaux et forêts, mais un ministère de l'économie forestière. C'est que, naturellement, on a cru à un certain moment que la forêt était d'un grand apport dans le budget de l'État. Bon. D'où vient que il y a désormais une sorte de retour sur soi quant à regarder la question de l'exploitation de la forêt. Je crois que c'est de cela que nous allons débattre et il y a beaucoup de choses à dire à propos. Monsieur Benazo. Oui, il faut dire que notre économie, depuis les années 60 à 70, était soutenue par la production forestière, donc la production du bois, qui représentait dans ces temps plus de 10% au niveau du PIB. Ok, mais après, ces chiffres se sont stabilisés à un niveau donné de 5% jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, rappeler que notre économie dans les années 60-70 était diversifiée avec plusieurs sources de production diverses qui permettaient au Congo de soutenir l'économie nationale. Mais aujourd'hui, comme on le dit, l'économie forestière devient un slogan et la diversification aussi devient apparemment un slogan qu'on n'arrive pas à soutenir pour vraiment y toucher le fond de la chose et puis aller de l'avant. Et quelle était la place de l'agriculture à l'époque où cette économie forestière était, on va dire, une réelle économie forestière, avant le pétrole? Bon, écoutez, je crois qu'à un certain moment dans notre histoire, on a toujours couplé la forêt avec l'agriculture. Il était bien difficile d'avoir un ministre ou un ministère qui ne s'occupait essentiellement que de la question forestière, si, bien entendu, il n'y incluait dans sa pratique l'exploitation agricole. On a souvent l'habitude de présenter notre économie agricole comme une économie essentiellement rurale, même si les compagnies concessionnaires ont introduit chez nous l'exploitation des grandes surfaces en termes d'exploitation de palmiers, en termes d'exploitation de DVA, et ont incité les populations à faire même de la riziculture. Beaucoup de générations chez nous ont vécu, par exemple, de la culture du paddy. Mais les forêts et l'exploitation agricole ne sont pas partis dans le même sens, parce qu'apparemment, entre nos populations et la vision de l'État quant à s'adapter à une culture moderne, il y a eu un fossé. Et c'est pourquoi on a dû procéder, l'économie soviétique nous ayant inspiré, à faire comme des sortes de coopératives ou ensuite des compagnies nationales qui s'orientaient vers l'agriculture. Mais de moins en moins, c'est peut-être aussi un défaut de colonisation,
les intellectuels de chez nous ont préféré la cravate au sol. Quand on voit quelqu'un aller vers le sol, on estime que pratiquement il n'a pas du bagou. Et ça se regarde et ça se remarque même dans le cas de l'éducation nationale. Quels sont des élèves qui allaient, par exemple, dans des écoles ou dans des collèges qui avaient pour vocation une formation technique? Ce sont ceux-là qui avaient ou un âge avancé ou que l'on n'estimait pas assez intelligents. Et donc, on a pris l'orientation de l'éducation vers beaucoup plus ceux qui avaient à apprendre la médecine, qui allaient apprendre l'enseignement, qui faisaient tout autre chose que ce qui allait vers la production, soit forestière, soit agricole. Ce sont des tares que nous portons du point de vue de notre éducation qui ont fait que, d'autres systèmes éducatifs, je veux dire, qui ont fait que nous arrivons là. Mais le problème, tel qu'on le soulève, c'est pratiquement le développement de la crise qui a aujourd'hui révélé la crise du développement. Pourquoi nous revenons aux fondamentaux d'une économie diversifiée? C'est que nous avons compris qu'en axant notre économie à plus de 90% sur le pétrole, et avec les cours volatiles du pétrole, aujourd'hui, on n'arrive plus à soutenir notre développement tel que nous le voulons, et ça se mesure le plus facilement. Est-ce que pour autant les Congolais sont prêts à faire l'agriculture? Les Anglais diraient « What is the question ?» Monsieur Benazo, l'économie du sol, donc l'agriculture à cette époque? Oui, il faut dire que, comme a dit l'honorable Saïd, les compagnies concessionnaires jouaient un grand rôle au développement de ce secteur. Aussi, quand le Congo a pris le pouvoir en place avec la mise en place des compagnies nationales, le OCC, le OCV, c'était vraiment des organisations qui boostaient le développement agricole dans notre pays. Mais après que l'État s'est dessaisi de cette approche de gestion dans le domaine agricole, on a vu le déclin aujourd'hui. On n'arrive pas à y remonter la pente. C'est vrai que certains aliments, on arrive à couvrir la consommation locale, mais on n'arrive pas à faire de l'agriculture comme étant un modèle de développement économique. Donc le pétrole, en fait, a échoué. Oui, le pétrole n'a pas échoué, mais c'est que la gestion du pétrole ne nous a pas permis de développer, de diversifier l'économie. Vous savez, on ne peut pas diversifier une économie en période de crise. Ça ne marche pas, parce que diversifier nécessite des moyens de transformation, de production. Quand on avait des moyens, on n'a pas pensé à la diversification. Et qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas de moyens, non, on pense à la diversification. Mais où est-ce qu'on trouvera les fonds pour diversifier l'économie? C'est vrai, actuellement, nous avons un soutien de la Banque mondiale qui soutient sur le projet Forêt, la diversification de l'économie, qui est financé à près de 16 milliards de francs CFA. Ça fait partie des approches pour essayer de remédier, mais après, on verra comment ça se passe au niveau de l'administration publique dans la gestion de ce projet. Honorable, le couple pétrole-agriculture, un échec, un mauvais couple? Non, ce serait assez simple de conclure comme cela. Je crois qu'il y a un problème récurrent. Le problème récurrent, c'est le problème de la gestion dans notre pays. Que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau de l'agriculture et même au niveau des forêts. Nous avons créé des grandes entités qui ont commencé par exemple à produire du manioc au Congo, le foufou de Mansoumba. Nous avons certainement, en cherchant à mieux gérer notre pétrole, nous avons créé la SNPC. Nous avons tout autant fait, on dira peut-être même dans les forêts. Vous, les forêts, vous verrez quoi? Nous avons eu des grandes sociétés comme l'ONAV, nous avons eu Cométrab, nous avons eu Sonatrab, nous avons eu même l'Office congolais du bois. Comment toutes ces entités sont tombées comme rien? Il s'agit plutôt de poser le problème de la gouvernance au Congo. On a beau diversifier, mais je crois que la plus grande diversification devra porter sur le Congolais. Comment gérons-nous notre patrimoine? Quelle est l'attitude que le Congolais a en face de la chose publique? C'est là le gros problème. On peut faire aujourd'hui tous les contrats du monde. Vous apprendrez par ailleurs que le pétrole sera mal géré. Vous entendrez par ailleurs que le bois sera également mal géré. Eh bien, quant à l'agriculture, n'en parlons plus. Quelle est l'attitude du Congolais en face de la chose publique? Je crois que le plus gros développement, même quand il faut parler de la diversification économique, il faut partir de l'homme. Est-ce que nous sommes prêts à assumer notre dessein? Est-ce que nous avons la conscience d'être en face de la chose publique et de travailler pour le mieux-être collectif? Je crois que c'est l'un des axes sur lesquels on a beaucoup plus insisté, notamment dans l'élaboration du plan national de développement actuel.
il faut remettre tout à la gouvernance. Les choses sont mal gérées. Mettez le Congolais dans n'importe quelle sphère, quel qu'il soit, même au niveau de la gestion du portefeuille public. L'attitude de gérer la chose pour le bien-être collectif n'existe pas. Chacun tente toujours de tirer la chose de son côté, ou la couverture de son côté, avec l'espoir peut-être qu'un jour, en quittant le pouvoir, qu'on lui dise pas « Molinga commis civil ». Il y a donc, dans notre sociologie, aussi des éléments qui prêtent le Congolais à penser le lendemain de son départ. Non pas que ce lendemain soit assuré collectivement, mais par lui-même du fait de la réserve qu'il se sera constituée. Donc, revenons essentiellement à la question de la gouvernance et ensuite on pourra regarder comment faire tous les déploiements possibles, même quant à diversifier l'économie. Sinon, ce sera toujours des slogans et comme on a pris l'habitude des gros slogans, on y arrivera toujours au prochain slogan, on ne sait pas. Je pense que l'homme est un déterminant essentiel dans les cas des approches du développement. C'est vrai, mais il y a les approches, comme l'a dit l'honorable, dans les cas de la gouvernance. Voilà. On a dit tout à l'heure que dans les années 60, les années 70, on avait une économie diversifiée et qu'avec le bois, on arrivait à répondre, à résoudre les problèmes des Congolais. Okay, mais aujourd'hui, que nous avons le pétrole, on n'arrive pas. Est-ce que c'est les hommes qui ont changé? Je ne vois pas. Okay, on a les mêmes hommes, mais ce qui a changé, c'est l'approche de gestion, notamment la gouvernance, avec tous les mots qui s'ensuivent, la corruption et tous ces éléments qui sont à l'origine de la situation. Je pense que pour nous, il ne faut pas dire l'homme. Je crois qu'il faut regarder, il faut faire un diagnostic national pour savoir quel est le problème que le Congolais a aujourd'hui pour ne pas bien gérer la chose publique. Il doit y avoir quelque chose qui incite ou qui, je ne sais pas quel mot utiliser, mais quelque chose qui modifie le comportement du Congolais face à la gestion de la chose publique. Voilà, il faut un diagnostic, je pense. Puisqu'on parle de gouvernance, cher monsieur, on revient donc dans le cadre de notre thème. Il y a eu plusieurs codes forestiers qui se sont succédés. Quelles sont les corrections, selon vous, apportées à chaque fois en vue d'une bonne capitalisation de notre économie forestière par ces codes? Bon, écoutez, je voudrais ajouter un petit élément à ce qu'a dit mon contradicteur. Non, tout autant qu'il faudra regarder la chose dans la globalité, mais il faut aussi comprendre qu'à un certain moment où la forêt servait peut-être de support à notre économie, il n'y avait pas autant de fonctionnaires, il n'y avait pas autant de population et relativement, ça peut se comprendre. Le pétrole y est arrivé avec ce qu'il a pu apporter. Ce n'était pas du tout une mauvaise chose, indépendant de toutes les difficultés dans lesquelles ce pétrole nous a plongés. Maintenant, si vous parlez des codes forestiers, je crois que le souci du gouvernement, c'est de capter la ressource. Il ne faut pas parler de code forestier pour l'intérêt de code forestier. Est-ce qu'on a pu faire l'évaluation des codes forestiers passés pour que l'on passe à un nouveau code forestier? Est-ce qu'en réfléchissant actuellement sur un nouveau code forestier, on a essayé de faire l'état des lieux, c'est-à-dire constater le niveau actuel d'exploitation de nos forêts? Si vous prenez, à titre d'exemple, les forêts du sud du pays, elles sont pratiquement à leur 5e cycle d'exploitation. Il peut y avoir encore peut-être un peu de forêt dans la partie nord du pays, peuvent être peut-être à la deuxième ou troisième cycle d'exploitation, mais il faut également tenir compte que nous sommes dans un environnement, dans un espace CEMAC où nous avons pratiquement les mêmes essences à mettre en valeur sur le marché international. Quelle est, à partir des nouveaux codes que nous constituons, non seulement l'originalité, mais aussi la conformité à faire de sorte que notre bois soit le mieux vendu en termes de compétition au sein de la CEMAC, mais aussi en termes de compétition avec le bois qui vient de l'extérieur. N'oublions pas qu'en Europe également on exploite du bois, ou qu'aux États-Unis on exploite également, enfin en Amérique je veux dire, en Amérique on exploite du bois. Quel est, en termes de rapport coût, production et exportation, ce que nous apporterons en l'intérieur des codes forestiers que nous apportons? Quelle est, puisque nous revenons toujours à cette question de la gouvernance, l'applicabilité des codes passés? Quelles ont été les faiblesses de ces codes? Et en induisant un autre code, quelle est la nouveauté, quel est le gain que nous ferons? Si jamais, ce ne serait peut-être pour restaurer un système qui a de la peine à redémarrer, ou peut-être à faire de telle sorte que, bon, plus rien ne marchera et puis on va tous aller à l'eau. Je crois qu'il y a une réflexion profonde d'abord à apporter, toutefois que nous voulons faire des changements, quels qu'ils soient, et quel que soit le domaine. Et commençons déjà
a fait de telle sorte que nous ne sommes pas dans une sorte de Robinsonade où on est comme sur une île et on estime que ce sont des choses qu'on doit mettre en valeur sans tenir compte du marché international. Parce que nous avons eu de l'expérience. Monsieur Augustin, oui, tous ces codes-là ont apporté quelle correction? Non, je pense que le Congo, en matière du cadre légal, on peut dire que le Congo a 9 sur 10. Okay, on est très avancé dans le cadre de l'ancien cadre légal. Je vois que le gouvernement a amélioré l'ancien code de 2000, le code forestier de 2000, avec le nouveau code où il y a eu des innovations. En fait, le code varie par rapport au contexte. Okay, c'est une loi qui varie par rapport au contexte. Mais le nouveau code, j'ai noté quelques innovations qui ont été insérées dans ce nouveau code, notamment la lutte contre le changement climatique, qui n'était pas prise en compte dans l'ancien code des années 2000. Okay. Il y a le contrôle de la légalité forestière dans le nouveau code. Ça prend en compte la certification forestière, qui est un outil de gestion dans le développement durable des approches. Il y a également la forestation et la réforestation, qui a été prise en compte dans ce nouveau code. Il y a aussi l'accès aux ressources forestières, aux ressources et régimes forestiers, qui a été aussi prise en compte. Les missions de l'administration ont été définies dans ce nouveau code, et également l'aménagement forestier qui a été pris en compte dans ce nouveau code. Je crois que ce cadre légal est pertinent et peut nous permettre d'y apporter des changements significatifs dans la gestion. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que le cadre légal suffit pour dire que oui, nous avons fait un effort? Non, il y a des missions qui sont définies, notamment les textes d'application de ce nouveau code forestier. Okay, il y a l'affectation des hommes. Vous savez, aujourd'hui, le ministère a en moyenne 30% des cadres qui ont fait des études sur l'économie forestière, 30% sur 100%. Vous voyez que c'est minime pour mettre en application ce document qui est vraiment, je trouve, d'un intérêt capital pour les Congolais. Oui, mais on a eu quand même plusieurs codes forestiers. Il n'y avait pas des hommes capables d'animer ces codes? Oui, le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas avoir le document qui fera que nous puissions avancer sur le système, mais le code oriente les politiques. Okay? En dehors du code, nous avons la politique nationale sur la gestion de l'économie forestière qui existe. Okay? Voilà. Mais il y a des avancées qui sont en train de se faire, notamment l'implication des communautés, notamment l'approche OIFLEG, la gouvernance forestière, que le Congo a intégrée dans le cadre de la gouvernance de l'économie forestière. Il y a l'approche volontariat APV, volontaire, et il y a également d'autres éléments que le Congo a essayé de mettre en synergie pour essayer d'améliorer la gouvernance, mais ça ne suffit pas. Il y a un problème des hommes, à l'intérieur. Et qu'est-ce que le Congo a gagné avec ces précédents codes? Non, mais il faut peut-être revenir sur ce qu'il a dit. Hein. On peut avoir énuméré tous les avantages possibles que ce code aurait apporté. Mais dans l'ancien code, on avait déjà le problème des certifications des forêts. Il y avait déjà des problèmes de réfection ou de reconditionnement des forêts. Ça existait. Et d'aménagement des forêts. Nous avons, et je le dis de la manière la plus sincère, l'aménagement des forêts avec la certification des forêts est une pratique que l'on trouve beaucoup plus dans la partie nord du pays. Au sud du pays, je mets au défi des gens qui vont me dire que les compagnies, telles qu'elles exploitent là-bas, font également de la recherche de la certification. Le souci que j'ai, c'est de voir le gouvernement capter la ressource. Il va capter la ressource à partir de quoi? Des nouvelles dispositions contenues dans le code. On peut avoir fait des apports au niveau de l'aménagement, de la conservation, de la couche d'ozone et autres, mais le souci, c'est de capter la ressource. Alors, l'ancien code forestier a géré jusqu'à ce jour près de 33 compagnies. 33 compagnies. Quelles sont les compagnies et combien il y en a au Congo qui ont respecté le cahier des charges ou qui ont respecté le code sortant? On n'en trouvera pas plus de 3. On n'en trouvera pas plus de 3. Pourquoi les autres ne se sont pas arrimés à cet ancien code? Peut-on penser qu'avec l'introduction du nouveau code, les 30 autres compagnies, que je ne qualifierais pas de compagnies délinquantes, s'arrimeront-elles à cette nouvelle donne? C'est pourquoi je reviens à cette question lancinante, la gouvernance. Vous savez, ce n'est pas tout de posséder des textes, peut-être d'avoir le déficit d'environ 30% des cadres formés dans les forêts. Non, le peu
dispositions légales que nous avons, le peu de cadres que nous avons, réussissent-ils, oui ou non, à faire appliquer des dispositions contenues dans l'ancien code? C'est la question que je pose aujourd'hui. Pourquoi 30% n'ont pas pu appliquer l'ancien code? Et vous pensez qu'avec le nouveau code, il y en aura combien qui devraient répondre aux exigences actuelles? Surtout si ce sont des exigences coercitives. La question, elle est là. Il faut que le gouvernement nous rassure qu'en introduisant un nouveau code, nous aurons une bonne participation des exploitations forestières, que nous aurons une bonne entrée des ressources. Parce qu'il faut bien que nous puissions porter, vous en tant qu'économiste, je crois que c'est votre spécialité, il faut, comme le disaient les Adam Smith et autres, chercher les causes finalement des richesses des nations. Comment doit-on trouver la cause de la richesse de la nation à partir de la forêt? Est-ce au travers d'un nouveau code? Est-ce au travers du renforcement de la législation? Est-ce au travers du reconditionnement du personnel qui travaille dans ce domaine? Est-ce l'investigation au niveau international? Par exemple, des potentialités de recouvrement d'argent issus de la vente de notre bois. Vous avez, pour notre bois, un exemple tout simple, la question du dumping. Est-ce que toutes les compagnies qui exploitent le bois au Congo le vendent au même prix sorti du Congo? Est-ce que les compagnies qui vendent du bois à des maisons mères reçoivent la rétrocession du bois vendu? Et nous, qui avons le certificat d'origine du bois vendu, est-ce que nous savons à combien ce bois que nous avons vendu à la société est revendu sur le marché international? Les États-Unis le font, ils poursuivent. Quand ils ont mis des produits, ils cherchent à voir si, au-delà de ceux qu'ils ont tolérés, leur marchandise a été vendue à quelque chose de plus grand que cela. Et je crois que les gens qui cherchent des causes des richesses des nations devaient réfléchir sur ces domaines et chercher également à regarder sur le marché international combien d'argent on pouvait rapatrier sur le surplus d'argent obtenu lors des ventes de notre bois. Je crois que c'est une réflexion qui va aller au-delà des essences que nous contenons dans notre code. Non, je pense que donc l'honorable ne croit pas aux lois que vous nous avez mises à disposition de ce département pour booster l'économie dans ce sens. Si vous ne croyez pas à cela, je suis un peu désolé. Mais je veux vous dire que la présence des hommes doit être en quantité et en qualité. Je vous donne un exemple. Dans le domaine des activités forestières, le Congo dispose de 22 millions d'hectares. Okay? Bien, le ministère n'a en charge qu'un agent pour 65 000 hectares. Soit 65 000 hectares représentent pratiquement 5 000 fois le terrain de football. Et pour un agent qui doit assurer la gestion. Vous pensez que la personne peut être efficace? Dans tous les cas, il faut aussi voir quels sont les moyens à la disposition de ces agents pour assurer la gestion de notre domaine. Okay. Ça montre qu'il y a un problème dans ce niveau. Le nombre est là, il n'est pas suffisant. Et il faut que le gouvernement regarde comment faire pour mettre des gens disponibles dans ces secteurs pour essayer de contrôler. Vous avez dit que moins des entreprises respectent la réglementation en vigueur. J'ai lu un rapport de l'OIFLEG de 2012. Vous savez que le pays est divisé en deux zones de gestion forestière. Il y a la zone nord et la zone sud. La zone nord est gérée par les sociétés européennes. Vous savez que l'Européen respecte les normes environnementales, alors que la zone sud est gérée par les sociétés asiatiques. Et on connaît bien dans leur comportement. Donc les deux zones ne sont pas gérées de la même manière. On pourra dire que la zone nord est mieux gérée que la zone sud. Est-ce que c'est pas le même code qui régit? C'est le même code qui régit les deux, mais c'est un problème de disponibilité des ressources pour la gestion dans ces secteurs, puisqu'on met en place un fonctionnaire pour surveiller 6500 hectares de football en termes de zones forestières. Mais le monsieur n'ayant pas de bonnes conditions de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la corruption. Oui, pourquoi prendre ces textes si vous n'êtes pas en mesure d'assurer une bonne animation? Je pense que le gouvernement devrait y mettre de l'attention dans les ressources humaines à mettre à disposition au sein de ce ministère pour essayer d'améliorer la gestion, forcément. Vous avez dit que... Allez-y, honorable. Non, je voudrais dire essentiellement que le Parlement ne met à la disposition de ce ministère que la loi. Les autres sont du règlement. Et c'est l'un des rares secteurs où même les concessions d'exploitation sont encore du domaine du règlement. Vous le savez bien. Rien n'est placé sous l'empire de la loi au niveau des eaux et forêts. Je crois que cet effort sera fait
pour que tout soit placé sous le nom de la loi. Mais non, lorsque vous dites, écoutez, je crois que le journaliste a failli vous rappeler, il y a l'égalité de toutes les parties du Sud devant la loi. Qu'il y ait une loi qui s'applique au nord du pays et une autre au sud, bon, je ne sais pas si c'est le code forestier qui le prescrit. Si c'est le code qui le prescrit, je suis tout autant malheureux de constater que c'est cela. Maintenant, en termes de personnalité, nous savons quand même, du point de vue de la sociologie, que certaines personnes au Congo préfèrent travailler proche des centres urbains que d'aller en forêt. Il y aurait beaucoup plus de gens qui accepteraient d'aller travailler dans la partie sud du pays que d'aller travailler dans la partie nord. Or, il se trouve que la partie nord, où les gens auraient peut-être des régiments à aller travailler, est la mieux gérée. Pourquoi avons donc nous, diantre, fait de telle sorte que les compagnies, les meilleures, s'installent là et quelques autres délinquantes ailleurs? Ce n'est pas le code qui l'a autorisé. Je reviens encore essentiellement à la question de cette gouvernance. C'est nous. C'est nous-mêmes, il n'y a que les Congolais. Et le code risque de ressembler à une planque, comme des sortes d'autruches qui vont se cacher la tête et laissent entrevoir le reste du corps. Qu'est-ce que nous n'avons pas été capables de faire dans l'application de l'ancien code pour que nous puissions recourir au neuf? On croit, et c'est ça le défaut de la démarche spéculative, on remplace les faits encore inconnus par des idées, des pensées, des principes. Nous avons eu un code, l'évaluation n'a pas été faite, on entre dans le second, on estime que, bon, avec le second, on ira plus loin, mais je voudrais dire également que la forêt est l'un des secteurs qui a le bénéfice de beaucoup d'organes pour l'accompagner dans sa gestion. Même s'il y a un déficit du personnel, mais il y a des organismes internationaux qui participent à la meilleure gestion de nos forêts. Donc, nécessairement, il devait avoir quelque chose de très positif. C'est l'homme. La gouvernance chez nous, tant qu'elle ne sera pas modifiée, lorsque des gens sont là permanemment assis, en estimant qu'ils doivent leur poste, non pas à la bonne façon de servir leur pays, mais à la personne qui les nomme, lorsqu'ils pensent que le compte ils ont à rendre beaucoup plus à la personne qui les nomme qu'à leur propre pays, nous n'irons jamais de l'avant. N'allez pas chercher le diable ailleurs. Dieu ne viendra pas pour régler cette question. La conscience du Congolais devant la chose publique est aujourd'hui pratiquement nulle. Et c'est pourquoi j'ai dit revenons aux sources. J'ai dit notre avenir se trouve dans notre passé. Est-ce que le Congo, sorti des indépendances, avait la même conscience devant la chose publique? Nous allons garder cette question, le temps de prendre une pause. Est-ce que le Congo, au sortir des indépendances, avait la même conscience que maintenant? Je pense que c'est cette question. Nous restons sur cette question, on prend une pause, puis on revient dans quelques minutes. Économie forestière et diversification de l'économie, c'est le thème de notre débat. Nous parlons donc des codes forestiers et donc de la gestion forestière. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de cela que nous parlons. Tout à l'heure, vous aviez posé cette question capitale. Est-ce que le Congo, au sortir des indépendances des années 60, avait la même gestion que maintenant? Mais c'est à M. Benazo de répondre à cette question. Mais avant de répondre à celle-là, vous avez certainement une réponse par rapport au développement de l'honorable. Oui, j'avais une réponse à donner à l'honorable en disant que, en tant que gestionnaire de la chose publique, ce qui nous régit, sont les règles et les principes. Okay? Ces règles et les principes sont contenus dans les différentes lois et réglementations qui existent. Je suis surpris que vous dites que certains éléments de gestion de l'économie forestière ne sont d'ordre que de la réglementation et non de la loi. Cela veut dire, pour cette raison, que certaines recettes de l'économie forestière n'arrivent pas parce qu'elles ne sont pas prises en compte par la loi. Ok, nous ne sommes pas à ce niveau. Mais dire aussi que le nouveau code forestier a précisé en termes de respect de volume maximal annuel des coupes d'essence autorisées. Ok, il y a un volume qui est défini à chaque entité qui travaille dans le secteur. Aussi, le code forestier précise que les sociétés forestières sont obligées de transformer près de 85%
deuxièmement, le code forestier précise qu'il y a la législation qui réglemente aussi en termes d'amende des ressources, notamment lorsque vous dépassez le seuil de coupe de 5%, vous avez droit à une surfacturation de 35% à la valeur FOB, c'est-à-dire la valeur liée à l'exportation. Vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent empêcher à nos différents partenaires d'aller au-delà de la loi. Mais ces éléments peut-être ne sont pas mis en application. Voilà. Il y a un autre dispositif qui doit réglementer à ce niveau. Il doit réglementer, et c'est le ministère en charge, avec le contrôle de l'aspect législatif que vous représentez au niveau pays, à contrôler cette façon de faire. Voilà ce que je voulais donner comme réponse à l'honorable. À ce sujet, ce n'est pas pour vous faire sourire. On a interdit aux sociétés forestières du nord du pays de ne plus faire le transport du bois par la voie, qui s'est totalement dégradée. Et janvier à une semaine, j'ai trouvé une compagnie qui transportait encore du bois à des très gros volumes sur la même voie. Les dispositions sont là, mais on laisse faire. D'accord ? Vous avez ensuite, tel que vous le dites, il y a des dispositions réglementaires qui déterminent le fonctionnement de la chose. Mais attention, si nous parlons de la gouvernance, c'est que nous voulons revenir à quelque chose de fondamental. Vous pouvez avoir toutes ces dispositions. Mais est-ce que ça s'applique réellement ? Prenons l'exemple des recouvrements des taxes. Jusqu'en 2012, 2013, 2014, la Cour de compte et des disciplines budgétaires faisait remonter que les compagnies forestières étaient encore redevables des taxes superficielles, d'abattage et autres. Pourquoi cet argent n'a pas été recouvré quand on sait que l'exercice budgétaire est un exercice annuel? Deuxièmement, il y a cette possibilité que l'on accorde aux sociétés quand on sait qu'elles sont, par exemple, fautives, elles sont redevables d'un certain montant. Elles viennent signer des moratoires de paiement. Ces moratoires ne sont jamais suivis d'effet. On sait qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on accorde quelques exceptions aux gens. La forêt doit avoir auprès des compagnies une dette très très élevée. Pourquoi on ne recouvre pas la totalité de ces sommes? Et si le lendemain, la société qui est redevable à l'État ferme, comment doit-on recouvrer cette somme qui n'a jamais été payée par des sociétés? Il y a, je ne taxe pas des fonctionnaires de l'État, ils sont très respectables avec tout ce qu'ils ont comme charge. Il y a comme une légère collision. Les sociétés qui s'acquittent régulièrement de leurs droits sont plus persécutées. Celles qui ne le font pas sont malheureusement pourvoyeuses de quelques petits sourires. Et c'est pourquoi on fait un régime dérogatoire à ces sociétés, mais au détriment du trésor public. Le secteur forestier rapporte des sous, oui. Si l'on regarde en termes de taxes, on regarde en termes d'emploi, il y a beaucoup d'argent que ces sociétés reversent, si ce n'est pas de manière directe au trésor public, mais de manière indirecte dans l'économie nationale. Mais tout le problème, monsieur, c'est que, je vous ai dit, des 33 sociétés, il n'y en a peut-être que 2, à la rigueur 3, qui sont conformes à la réglementation et à la loi. Le reste, ils courent la rue. Je vous ai donné un exemple. Je n'ai pas voulu citer ces sociétés dont j'ai vu, de mes propres yeux, le transport de bois sur une voie totalement interdite. On devait avoir rupture des charges à partir du port d'Oyo. Personne ne laisse du bois au port d'Oyo. Mais ils vont certainement de la Likwala jusqu'à Pointe-Noire. CIB ne fait plus ce transport-là sur cette voie. IFO ne fait plus du transport sur cette voie. Mais quelques autres compagnies le font. Au vu au su de tous. Comment vous allez? Si ce n'est pas l'homme. Là aussi, c'est le règlement. Le règlement ne sortira pas de là où il est placé pour venir arrêter un véhicule sur la route. Tant que ce véhicule-là se contente de payer 200 francs, 300 francs à quelques barrages qui sont placés sur sa route, vous comprenez bien que nous revenons à la question essentielle de la gouvernance. Le gros problème, il est là. On pourrait écrire tous les textes de droit, toutes les dispositions législatives ou peut-être légales ou fiscales ou douanières, mais tant que les hommes qui seront chargés de l'appliquer ne se mettront pas au diapason des années 60, eh bien, ce sera peut-être tout pour tout. Je voulais dire que moi, je ne suis pas contre la politique du chef d'État de faire
principes, il faut voir le fonctionnement de ces principes. Moi, je suis une compagnie forestière que je ne fais pas l'avocat du diable. Je charge mes billes depuis Pokola, ok, que je les transporte dans mon grumier, ok. J'arrive au port de Oyo, je dois décharger, ok. Je dois décharger, je dois recharger. Il faut que vous voyez. J'arrive au port de Brazzaville, je dois décharger, je dois recharger. Ça fait des coûts supplémentaires à cette compagnie. Je pense qu'il était question de voir ce mécanisme-là. Parce que moi, en tant que société, une société existe pour une rentabilité. Ça, c'est le principe d'une société. Je ne peux pas exister pour faire des charges inutiles dans la société parce qu'il faut respecter un principe. Le principe, on le respecte si le principe s'accorde à améliorer la situation. Je ne peux pas payer 3 fois le chargement de mes, comment on appelle ça, de mes billes ou de mes grumiers que de prendre la route et faire une fois la route. Voilà, ça c'est un principe. Et peut-être que le ministère devrait voir avec le ministère du Transport comment faciliter ce déchargement et ce rechargement parce que ça représente une charge supplémentaire. Mais en parlant maintenant de la diversification de l'économie, est-ce que vous savez qu'on aura seulement le respect du code forestier, seulement le respect de la politique nationale de l'économie forestière, c'est une forme de diversification de l'économie? Je ne sais pas si le ministère est conscient de cette situation. Parce que le code décline bien les responsabilités de chaque partenaire impliqué à l'intérieur. Okay. Si le gouvernement met seulement en application ce texte correctement dans tous les secteurs identifiés, nous allons diversifier le domaine de l'économie forestière. Et finalement, comment comprenez-vous cette attitude du gouvernement, quand je tiens compte de ce que vous dites, de passer d'un code à un autre? L'honorable tout à l'heure nous a dit que les anciens codes n'ont jamais été évalués, mais on est quand même passé d'un code à un autre. Cette attitude... Non, moi je renvoie la charge à l'honorable parce que vous ne pouvez pas adopter une nouvelle loi. L'ancienne loi ne soit pas validée. Donc comme ils l'ont fait de leur manière. La proposition vient du gouvernement. La charge devant la République de valider ce document. Comment est-ce que vous comprenez cela, honorable? Voilà. On passe d'un code à un autre sans évaluer un autre et puis tout le temps il faut changer de code. Bon, je crois que ce sera l'objet d'un grand débat à l'Assemblée. J'estime quand même qu'on en parlera un peu plus franchement. Mais il faut aussi comprendre que ce pays souffre énormément du mimétisme. Il y a un mimétisme obtenu aujourd'hui dans le code forestier à partir du partage de production lisible dans le code des hydrocarbures. Voilà. On estime que, toutes choses égales par ailleurs, on peut penser que le partage de production qui a lieu au niveau du pétrole, on va le faire du côté du bois et puis on s'engouffre là-dedans. En fait, vous dites qu'il n'y a pas de similitude. Bon, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que même lorsqu'il s'agit du partage de production avec le code des hydrocarbures, est-ce que nous avons réellement évalué? Lorsque nous avons fait ce partage de production, comment notre pétrole se vend sur le marché international? Avec quelle société? On a créé il y a plus de 20 ans cette société qui devait nous produire notre huile. Mais jusqu'à ce jour, c'est une société portée. Et même lorsque nous avons notre huile, ce sont les traders qui les revendent sur le marché et nous avons des problèmes avec les traders. Et le lendemain, on nous dit non. Là où on a eu autant de difficultés dans les hydrocarbures, on n'en tire pas des leçons. On va maintenant tenter le partage de production dans le bois. Prochainement des traders pour vendre du bois. Et certainement, on amènera notre bois sur le marché public avec la compétition internationale, avec des maisons mères qui se sont déjà appropriées le marché. On arrive avec notre bois, on place sur le marché. 4 semaines après, il n'y a pas de preneur. Nous commencerons à payer certainement des taxes d'entrepôt. Bon, le défaut d'achat. Et nous n'aurons peut-être pas tiré le plus gros bénéfice que nous devons chercher de notre bois. Donc, ces effets de mode sont un grand danger pour un pays qui veut se construire. Pourquoi ne pas aller pas à pas faire aujourd'hui l'inventaire de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui du partage de production en matière de pétrole? Peut-être faire une projection, si nous voulons le faire en matière de bois. Mais non, c'est tout à la mode. Mais c'est pas encore arrivé au Parlement, c'est un projet d'initiative gouvernementale. Prenons le temps de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons un souci aujourd'hui, c'est comment renflouer les caisses de l'État.
Est-ce que pour renflouer les caisses de l'État, il faut nécessairement passer par des partages de production qui aillent dans ce sens-là? Je vous ai parlé de la vente du bois sur le marché international, du dumping sur le marché international, finalement du prix du bois à la vente auprès de toutes les sociétés. Est-ce que l'État congolais réussit à comprendre à combien CIB vend le bois, à combien il faut voir le bois, à combien Tanger vend le bois, à combien BPL vend le bois, à combien Taman et autres vendent notre bois? Plus grave encore, si jamais nous allons vers ces fameux contrats de partage de production avec les sociétés forestières, il y a beaucoup de choses là-dedans. 85% du bois doit être transformé par nous. Est-ce que nous avons implanté des entités? Est-ce que nous avons formé du personnel capable de faire l'exploitation à 85%? Parce que la norme va s'appliquer aussi bien aux compagnies forestières qu'aux compagnies nationales qui vont prendre les fameux 85%, enfin le partage de production. Est-ce que nous avons fait la valorisation de certaines essences qui pourront nous permettre d'avoir un peu plus de placement? Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a à se précipiter? Évaluons, allons positivement vers ce qu'il faudra faire, regardons ce que nous n'avons pas pu faire, ce que nous pourrons faire, regardons comment réfléchir quant à faire de telle sorte que le Trésor public reçoive un peu plus d'argent. Il y a des grands chantiers, mais celui-là, je crains, je ne veux pas me prononcer avant, il risque de ressembler à un mimétisme. Je pense que la Constitution de 15 octobre 2015 éclaircit bien la séparation des pouvoirs, mais là je me rends compte qu'il y a une complicité que je ne comprends pas entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Il y a une complicité énorme. Parce que c'est que l'honorable va te le dire, c'est très grave. Vous votez une loi et puis vous... Mais elle n'est pas encore votée, messieurs. Oui, elle ne l'est pas. Vous vous rendez compte que dans cette branche, il y a des contraintes qui sont libellées. Et on fait attention à ça. Mais ce sera discuté. C'est parce que nous prenons le temps d'en parler de manière on ne peut plus anticiper. Ensuite, de toutes les façons, quand ça sera loi de l'État, quelle que soit la thèse que vous aurez développée, si la majorité s'est prononcée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque le principe démocratique est de telle sorte que, eh bien, lorsque la majorité, même quand elle a tort, lorsqu'elle a voté, la loi s'applique. C'est ça le problème. Dans le cas du Parlement, c'est le lieu où on a tort avec tous. Et on évite d'avoir raison seul, puisque la loi ne s'appliquera jamais sur une minorité qui s'est prononcée. Monsieur Benazo, l'honorable est en train de dire des choses aussi importantes. Lorsque je pose l'action de savoir s'il y a une similitude entre le code des hydrocarbures et celui des forêts dans le partage de production, l'honorable est en train de dire non, il démontre pourquoi. Est-ce que vous êtes de son avis? Oui, je suis de l'avis de l'honorable. On ne peut pas comparer la ressource pétrolière à la ressource forestière. Non, on ne peut pas comparer. On ne peut pas faire des similitudes dans la mise en œuvre des lois. Non, il faut être réaliste. Je pense que, comme il vient de le dire, s'ils n'ont pas encore voté, parce que moi à ma connaissance, elle était déjà passée, mais bon, enfin, on suit ce que le député vient de dire. Je pense qu'on ne peut pas faire des similitudes entre les différentes lois. Il faut que nous soyons un peu plus réalistes. Et si elle passait, parce que la majorité, même quand elle a tort, vous l'avez dit, quand elle a voté le vote, si elle passait, selon vous, cela ressemblerait à du saupoudrage, honorable? Il y a des grandes conséquences à tirer si jamais nous ne faisons attention. Je crois que c'est pratiquement la grande partie de l'économie de notre pays et principalement de l'économie du nord du pays qui prendra un très grand coup, surtout du côté des populations et des travailleurs. Je ne vois pas, avec des conditions extra-léonines, que les compagnies tiennent le coup avec des dispositions de partage de production. C'est une position personnelle. Je n'engage pas l'État, pas le Parlement, mais je vous assure qu'il faut aller en face de la poule aux odeurs. Il faut être prudent. Si vous voulez dépecer votre poule sur la base de ce qu'elle vous produit des œufs d'or, vous risquerez peut-être de ne pas trouver l'or en question et vous aurez perdu à la fois les œufs et votre poule. Oui, je pense que le gouvernement, s'il s'en tient à rester dans cette logique de la gestion pétrolière et la gestion forestière, je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement a des difficultés de mobiliser des ressources pour soutenir l'économie. Et donc, ils sont obligés d'aller dans ce sens. Mais alors qu'en allant dans ce sens, ils risquent, comme a dit l'honorable, ils risquent de perdre et l'œuf et la poule, quoi. Voilà.
Mais ce n'est pas l'occasion de chercher l'argent pour chercher, non. Il y a des mécanismes, il y a des moyens qu'on peut mettre en place pour trouver de l'argent. On a des ressources qui sont là. Est-ce que vous savez que dans certaines ressources qui existent au niveau de certains ministères, il y a des recettes qui ne sont pas prises en compte dans le budget de l'État? Mais ces recettes-là vont où? Ça fait partie des perdus de vue en termes de ressources. Et si on peut les capitaliser, mais on n'ira pas dans ce chemin. On n'ira pas dans ce chemin. On a d'autres moyens pour mobiliser les ressources au niveau pays. En mettant un peu de sérieux dans la gestion financière au niveau de chaque département ministériel qui contribue à une bonne partie de recettes publiques. Alors la question, c'est peut-être la dernière. Peut-on finalement diversifier notre économie avec notre économie forestière, l'honorable? Mais je crois que l'économie en soi est elle-même diversifiée. On ne peut pas penser que tout l'argent qui rentre au Congo n'est que le produit du pétrole. Il s'agit certainement de faire de l'équilibre au sein de la diversification économique. Faire de telle sorte que des secteurs qui ont été assez bas soient relevés du point de vue des apports en investissement, mais de l'intéressement. Et tout à l'heure, M. Benazo a dit quelque chose de sérieux. La gestion du portefeuille public, c'est aussi une grande source d'argent que les gens se distribuent. Et vous pouvez regarder un peu partout. Si aujourd'hui nous avons le bénéfice de l'informatisation des recettes, si tout est informatisé, vous pensez que nous n'aurons pas de l'argent? Nous sommes quand même un pays bien béni en termes hydrographiques, en termes de forêt. Nous avons beaucoup de la richesse, mais il faut savoir la capter. Il ne faut pas la laisser à la disposition des individus qui par la suite deviennent, comme ça se disait un peu à l'époque où on était tous des marxistes, finalement un État pauvre a des Congolais riches. L'État s'appauvrit, mais on va trouver des Congolais extrêmement riches. Comment l'ont-ils fait? Quand ils n'ont pas une base industrielle, quand ils n'ont pas une base agricole, quand ils n'ont même pas de forêts qu'ils possèdent, même pas des mines ou qui n'exploitent rien. Comment peut-on arriver à un état de choses pareilles? Donc, ce que l'on dit pour le bénéfice de ce pays, en termes de diversification, mais alors de l'équilibre de la diversification, que les Congolais s'emploient à valoriser aussi et surtout l'investissement privé. Parce que la conscience du Congolais en face de la chose publique est une conscience en déficit et que le Congolais certainement semble ne regarder que ce qui lui appartient. En ce moment-là, faisons de telle sorte que la conscience privée et la conscience collective cohabitent. Que la conscience privée ne prenne pas totalement le dessus sur la conscience collective, de sorte que nous puissions aller de l'avant. Ce sont des Congolais, et franchement, lorsqu'on aura introduit la dimension de la sanction est à la fois positive et négative. Sanctionner signifie pas certainement frapper sur la tête de quelqu'un, non. Et nous prenons quelquefois des mauvais choix. Lorsque vous comprenez sociologiquement qu'un Congolais a du penchant vers la satisfaction de ses propres intérêts, vous le reprenez, vous l'attrapez, vous le jetez en prison. Vous ne faites rien. Il va purger 5 ans, 6 ans, 7 ans, 30 ans en prison, il en sortira, mais pour autant la richesse n'a pas été touchée. Il faut faire de telle sorte que tous ceux qui ont des moyens, qui n'aient plus honte, qu'on n'arrive plus à avoir ces éléments de conscience que je regrette souvent, que je déplore, je dis la conscience de la fortune honteuse. Il s'agit d'avoir de l'argent, d'investir, de créer de l'emploi et faire de telle sorte que, peut-être pas par une incitation gouvernementale, que nous allons de l'avant, que nous mettons l'argent que nous avons tiré par-ci, par-là, au profit du Congo. C'est tout ce qu'il faut faire. Monsieur Benazo. Répondant à cet aspect de la diversification de l'économie, comme a dit l'honorable, au niveau national, oui, la diversification elle est là, mais nous allons peut-être focaliser sur la gestion forestière. Okay? Au niveau de la gestion forestière, nous avons 2 types de diversification de l'économie. On a la diversification verticale et on a la diversification horizontale. La diversification verticale constitue de rester dans la gestion de l'économie forestière. Notamment, nous avons la gestion des forêts, nous avons les aires protégées, okay? Nous avons le tourisme autour de l'environnement forestier. Ça reste dans la diversification verticale. Maintenant, là, la diversification horizontale, là, il y a la transformation du bois. C'est là où le code dit que vous ne pouvez exporter que 15% de la production locale et 65%, 85% reste au niveau du pays pour développer des secteurs privés qui sont en lien avec l'industrie du bois, les arts plastiques, l'artisanat. Voilà, ça c'est dans le cadre horizontal.
possibilité d'y arriver. Mais le seul principe que moi je vais demander au gouvernement, c'est de mettre en exergue cette nouvelle loi sur le code forestier qui va de lui-même faciliter la diversification de l'économie au niveau national. Alors on a aussi, il faut dire, l'apport de la Banque mondiale qui nous soutient à près de 16 milliards de francs CFA. Et donc le Congo supporte à 63%. Mais qui n'arrive pas à ça aussi honorable, il faut regarder. Lorsqu'il y a un projet qui est pertinent pour la République et que le Congo doit mettre des fonds avec des partenaires, vous devez vous arranger que ces fonds soient disponibles pour accompagner, parce que le Banque mondiale met en même temps son argent, il met en même temps son équipe technique pour accompagner le gouvernement. Mais lorsqu'il n'y a pas de ressources, lorsque la contrepartie du gouvernement n'arrive pas, et c'est des projets qui sont donnants. Et en grande partie, 40% de ce budget de projets sont pris en charge par la gestion administrative, financière, tout ça. Et les gens sont en train de double emploi dans la gestion de ces projets. Donc, ils sont les salaires de la fonction publique, au même moment, ils ont des primes de 1 million, de 600 000 francs dans les projets. Et comment voulez-vous que ce projet puisse apporter son impact au niveau national? Je crois qu'aussi avec les partenaires, regardez comment vous pouvez capitaliser sur les 16 milliards mis en œuvre pour diversifier l'économie. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous deux, honorables. Merci pour tous ces apports. Monsieur Benazo, merci beaucoup. Le thème de cette émission était économie forestière et diversification de l'économie. Tout s'est dit. Alors, honorable, vous aviez souligné un aspect à la fin. Est-ce que l'État détient-il une manière ou des outils pour sécuriser? L'État devrait plutôt sécuriser ses recettes. Mais je mets à votre disposition cette information. Depuis ce lundi, lundi 8 avril, il y a un nouveau logiciel que l'État est en train d'expérimenter. Il s'appelle le SIGFIP. C'est le système intégré de gestion des finances publiques. Ce logiciel fait partie des réformes voulues par l'État pour mieux sécuriser ses recettes. Donc voilà, donc il y a quand même des efforts qui se font. Nous espérons que ce logiciel ne fera pas l'objet d'une attaque par des hackers. Quelles sont les recettes prises en charge par ce système? C'est cela. Tout à l'heure, on a dit qu'on retrouve des recettes au niveau de certains ministères qui ne sont pas budgétisées, qui ne sont pas... Mais je pense que ce cycle-là va tout prendre en compte. En fait, c'est dans la norme macroéconomique, et puis l'économie nationale, tout ce qui va avec. Les recettes publiques, en tout cas, détenues par les ministères et un peu partout, système intégré de gestion des finances publiques, le cycle. Merci, M. Benazo, merci. Le grand débat est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est pris dans les jours à venir pour d'autres débats. Merci. Merci.